Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La Roumanie, à son tour, gagnée par le souffle du changement. Le candidat de l'opposition libérale démocrate Traian Băsescu remporte l'élection présidentielle. Depuis quelques jours, ses partisans avaient adopté la couleur orange comme en Ukraine. Ils craignaient des fraudes. En France, travailler le dimanche pour éviter les délocalisations, c'est ce que propose le gouvernement au centre d'appel téléphonique. Les salariés devront s'adapter, le gouvernement qui espère la création de 100 à 200 000 emplois. Le Conseil d'État demande l'interdiction de la chaîne de télévision libanaise Al-Manar en France d'ici 48 heures. Il a donc suivi les arguments du CSA qui évoquaient des incitations à la haine. Une semaine capitale commence pour l'Europe et la Turquie. C'est jeudi et vendredi que les 25 chefs d'État et de gouvernement décideront ou pas d'engager les négociations d'adhésion. La France demande aujourd'hui que le génocide arménien soit reconnu par Ankara. Les antidépresseurs sont trop facilement prescrits aux adolescents. C'est l'objet d'une mise en garde des agences de santé. Le ministre Philippe Douste-Blazy se prononce même pour leur interdiction aux moins de 18 ans. Enfin, Millau s'apprête à inaugurer son viaduc. Jacques Chirac coupera le ruban demain. La fin des bouchons et une fierté pour les Aveyronnais devant le plus haut pont suspendu du monde. Y aurait-il un vent d'alternance en Europe de l'Est? Comme en Ukraine, la couleur orange a fait son apparition dans les rues de Roumanie. Comme en Ukraine, l'opposition dénonçait la corruption et craignait des fraudes. Mais cette fois, l'histoire s'est jouée différemment. À la surprise générale, le libéral-démocrate Traian Băsescu a donc été reconnu vainqueur face au candidat néo-communiste avec un peu plus de 51% des voix. Samassoula. Comme en Ukraine, les oranges sont contenus par la police. Ce sont les partisans de l'opposition de centre droit, menés par Traian Băsescu, le maire de Bucarest. Comme en Ukraine, il y a les bleus sifflés par les oranges. Ils roulent pour le candidat du président sortant, Adrian Năstase, chef du Parti social-démocrate, actuel Premier ministre. Et dans la nuit froide de Bucarest, cette même crainte des oranges de se voir voler la victoire. L'attente, l'inquiétude qui monte lorsque tour à tour chaque candidat prend la parole et se proclame vainqueur. Tout comme Viktor Yushchenko, le candidat de l'opposition ukrainienne, Adrian Băsescu apparaît comme le candidat sympathique, spontané. Il séduit les milieux jeunes, instruits et urbains. Il a tout comme Viktor Yushchenko axé sa campagne sur le changement et la lutte contre la corruption. Son adversaire, Adrian Năstase, le chouchou du président, est lui qualifié de méprisant et autoritaire. Il est plutôt populaire dans les campagnes. Le scénario à l'ukrainienne ne durera que quelques heures. Le candidat orange Adrian Băsescu est élu avec 52% des voix et son adversaire bleu ne conteste pas sa victoire. Dans l'Ukraine voisine, Viktor Yushchenko est rentré à Kiev hier soir. Aujourd'hui, le diagnostic des médecins autrichiens sur l'empoisonnement a été mis en doute par les autorités russes. Elles indiquent notamment que la dioxine n'est pas un poison à effet immédiat. Viktor Yushchenko, lui, a accusé une fois de plus le pouvoir ukrainien de l'avoir empoisonné. Et son adversaire, Viktor Yanukovych, ex-premier ministre, interrogé sur le sujet et sur l'implication des forces de sécurité, s'est borné à indiquer qu'il n'avait rien à voir avec ses services. Ce n'est pas ma compétence, dit-il. Et puis d'autres questions sont posées. Le visage est-il le seul touché? À quelle échéance une guérison est-elle possible? Élément de réponse avec Nathalie Sapena et Marie-Pierre Samitier. Son visage a impressionné le monde entier. Le visage d'un homme empoisonné à la dioxine en septembre dernier et qui en quelques jours s'est retrouvé défiguré. Mais derrière cette transformation spectaculaire, de nombreuses questions subsistent. Et la première d'entre elles, la dioxine est-elle un poison mortel? Jamais il a été décrit d'intoxication mortelle, voire subaiguë à la dioxine. Les seules choses que l'on connaisse, c'est les vétérans du Vietnam qui souffraient de chloracné et de troubles hépatiques, et les enfants à Céveso. Ce qu'on sait aussi, c'est que le visage n'est pas le seul touché. La dioxine a aussi entraîné des lésions internes aiguës. Dans le rein, le foie, le pancréas, les intestins, tous les organes dans lesquels elle s'est accumulée. Ces lésions, Viktor Yushchenko les a apparemment surmontées. Mais la dioxine est aussi un poison lent et cancérigène. À long terme, il pourrait donc développer différents cancers et être moins résistant. Des troubles qui sont aussi très embêtants, qui sont des troubles des systèmes immunitaires, c'est-à-dire qu'on va être très sensible aux attaques bactériennes, virales, parasitaires, voire avoir du mal à se défendre contre le développement d'un autre cancer.
Avec cet empoisonnement à la dioxine à des doses énormes, le cas de Viktor Yutchenko reste un exemple unique dans les annales médicales. En France, actualité économique d'abord. Donnant-donnant ou chantage à l'emploi, les salariés des centres d'appel téléphoniques vont devoir travailler le dimanche. Le gouvernement s'apprête à donner son feu vert aux sociétés concernées. Il s'agit, dit-il, d'éviter les délocalisations et d'encourager la création d'emplois dans un secteur en plein développement. Yvan Martinet, Nicolas Luizet. Bonjour madame Dufil. Appelez-les téléconseillers, téléopérateurs ou plus simplement standardistes. Ils sont 210 000 en France à travailler dans ces centres d'appel. Le gouvernement envisage d'autoriser ces plateformes à fonctionner le dimanche. Objectif, les rendre plus compétitives pour éviter les délocalisations. Dans cette entreprise de Calais, les avis sont partagés. Pour les personnes qui sont vraiment très motivées, je pense que c'est une bonne mesure. Il y a vraiment des gens qui ont envie de travailler et qui ont besoin de ça pour justement arrondir les fins de mois. Moi j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, donc je les dévoie déjà pas la semaine, alors je pense que le dimanche c'est réservé à la vie de famille. Le gouvernement propose un contrat aux entreprises du secteur, une sorte de donnant-donnant. En contrepartie de ça, de cette flexibilité en faveur des entreprises, nous voudrions qu'elles acceptent par voie contractuelle d'embaucher 10 000 jeunes par an en situation de premier emploi, ces jeunes à qui on reproche de ne pas avoir d'expérience. Car s'ils sont 210 000 en France, les téléopérateurs sont 1 million en Angleterre. Un chiffre qui fait rêver le gouvernement. Mais en France, la croissance du téléservice est freinée par les délocalisations. Vers la Tunisie, le Maroc ou le Sénégal, au total 8 000 emplois perdus. L'intérêt aujourd'hui délocalisé, c'est qu'effectivement un salarié au Maroc vous coûte 250 € brut pour 169 heures par mois, alors qu'un salarié, entre autres dans mon entreprise, la moyenne des salaires est de 2 000 € brut pour un 151 heures. Donc, pas une question de disponibilité le dimanche. Pour moi, non. Des propositions qui restent donc à affiner d'ici avril 2005, date prévue de leur entrée en vigueur. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez voyagé aujourd'hui, les personnels des aéroports étaient appelés à faire grève. Il s'agissait de protester contre la réforme du statut des aéroports qui entraînera des changements de statut pour leurs employés. En fait, le trafic a été peu perturbé, à l'exception de Perpignan. Un seul vol a pu être assuré aujourd'hui. Et puis à Roissy, c'est le brouillard qui a entraîné des retards d'1 heure en moyenne cet après-midi. Partout ailleurs en France, c'est le froid qui retient l'attention, rien d'anormal bien sûr à l'approche de l'hiver, mais les centres d'accueil se préparent et selon un rapport officiel, malgré un effort financier constant, l'hébergement d'urgence traverse une crise profonde en France. Evelyne Godman. Encore, Momo. Ça va te faire du bien une nuit. Mais non, tu vas pas crever là. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On serait triste. C'est un grand classique pour le SAMU social, ceux qui refusent d'être hébergés même avec le retour du froid. Il y a ceux qui ne veulent pas, mais tous ceux qui ne peuvent pas. Les centres d'hébergement d'urgence sont aujourd'hui surpeuplés par des sans-domicile de plus en plus jeunes. En un an, les 18-24 ans ont ainsi augmenté de 30%. Cyril a 19 ans, il est en rupture familiale. Il vient dans ce centre depuis une semaine prendre une douche et un café. On trouve la chaleur déjà, c'est le principal. Puis on peut voir un peu de monde, discuter un peu des problèmes des uns et des autres, quoi. Il y a deux populations qui augmentent de manière très significative, les jeunes et les familles, quelquefois avec des enfants. Des familles prises dans une spirale infernale. Elles pourraient avoir accès à des logements bon marché, mais elles n'en trouvent pas. Les centres d'accueil, eux, sont débordés. La seule alternative alors, c'est la rue. Vivre dans la précarité, comment retrouver le bonheur familial, ce sera le thème de Ça se discute jour après ce journal avec Jean-Luc Delarue. Justice, d'abord les derniers éléments dans l'affaire Giraud. Les tests ADN ont levé les derniers doutes. Ce sont bien les corps de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier qui ont été trouvés dans le jardin du principal suspect, Jean-Pierre Trébert. Les enquêteurs ne s'expliquent toujours pas le mobile du crime ni les circonstances. Les deux jeunes femmes auraient été étouffées ou empoisonnées. Jean-Pierre Trébert, lui, maintient qu'il n'y est pour rien. Il ne s'explique pas la présence des corps dans le puisard. C'est ce qu'a expliqué son avocate, vous l'avez aperçu, après un entretien avec lui en prison. Dans l'affaire Flactif, première comparution devant la justice de David Otia, soupçonné, vous le savez, d'avoir assassiné les 5 membres de la famille. Il ne s'agit pas encore du procès pour meurtre, mais pour l'incendie volontaire d'un chalet appartenant au Flactif. C'était 1 an avant les faits. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin.
Une journée éprouvante pour les proches de la famille Flactif. Enza Ortolano a perdu sa fille, son gendre et ses 3 petits-enfants. Cet après-midi, elle s'est retrouvée face à l'assassin présumé David Otia et à son complice Stéphane Aremza. De la tuerie, il n'a pas été question, le procès aura lieu en 2006. Les 2 hommes comparaissaient aujourd'hui pour avoir incendié l'un des chalets de Xavier Flactif, 1 an avant le drame. David Otia a expliqué au tribunal comment il en était arrivé là, par vengeance. Le promoteur immobilier lui avait promis un logement, promesse non tenue. Pendant des mois, le mécanicien et sa famille ont déménagé de chalet en chalet. À un moment, j'ai pété les plombs, explique Otia. J'ai dit, tu me le paieras. Xavier Flactif, il ne peut pas se défendre, il n'est pas là pour se défendre. Sa femme n'est pas là pour se défendre. Et en plus, 1 an après, ils ont assassiné la famille. Donc il y a à voir quelque chose. S'il y avait la vengeance sur Xavier Flactif, pourquoi sur les enfants? On n'en parle jamais des enfants, mais qui parle une bonne fois pour tout pour les enfants? Pourquoi ils ont touché les enfants s'ils n'avaient appelé Xavier Flactif? D'un contentieux classique à propos d'un logement est née une haine viscérale vis-à-vis du promoteur immobilier. Un ressentiment tenace qui, en l'espace d'1 an, s'est transformé en mobile de l'assassinat des 5 membres de la famille Flactif. Les derniers chiffres de la population carcérale en France. Le nombre de prisonniers qui avait baissé après la grâce du 14 juillet a retrouvé un rythme de croissance important, plus 1,8% en novembre, 58 989 détenus au total pour 49 600 places. Et voici les conséquences très concrètes de cette surpopulation. L'une de nos équipes a pu filmer l'intérieur de la maison d'arrêt de Dunkerque. Ce sont, vous allez le découvrir, des scènes d'un autre âge. Personne ne conteste aujourd'hui la nécessité de sanctions, de punitions. Mais dans ces conditions, on voit mal comment la prison peut rendre meilleur. Dossier signé Marianne Masse, Patrick Wurstborn. C'est peut-être la dernière prison en France où l'on trouve ce genre de cellule dortoir. Une unique pièce pour 20 détenus, des lits superposés, voire des matelas par terre pour les nouveaux, un toilette à la turque, une douche, une télé et la promiscuité. Moi, quand j'ai passé la porte là, j'ai vu 18, j'ai fait oh, c'est quoi ce monde? C'est le monde des terroristes. C'est pas des hommes ici, c'est des aliénés. Vous avez déjà vu le vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson? Eh ben c'est la même chose ici. Mais personne n'ouvre sa gueule. Ici, le personnel doit faire avec. On s'énerve pas. Personne qui vient me voir, je dois me démerder tout seul. Il a disparu quand le pull? Depuis que je suis arrivé dans cette cellule, il n'y arrête pas d'avoir des emmerdes. Un professionnalisme à toute épreuve qui désamorce les conflits. C'est comme cela que la prison n'a jamais fait parler d'elle. Voilà, donc là on va rentrer dans un des dortoirs qui est le dortoir pour mœurs. Il ne se trouve que les détenus pour mœurs, c'est des détenus psychologiquement très fragiles. Où on doit épargner les autres détenus dans les autres dortoirs. Un autre dortoir de 20. Bonjour messieurs. Il y en a 3 au total dans la prison. Ici, de plus en plus de condamnés pour affaires de mœurs. Ils ne sortent jamais de leur cellule. L'espace vital s'est réduit au fil du temps. Même si au départ on n'avait mis que des lits par là, on était obligé d'en rajouter 2 là, 2 là, 2 là. Donc ça fait déjà 6 lits. Plus ici, en ce moment, 2 matelas par terre. On arrive à une surpopulation et la magistrature envoie des détenus, condamne, envoie, arrête, sans tenir compte, je dirais, de leurs conditions de détention. La prison date de 1836 et n'a jamais vraiment été restructurée. Prévu pour 112 places, l'équilibre y est fragile. Il suffit parfois de 5 détenus en trop pour frôler l'explosion. Alors le personnel, en accord avec l'administration, a planché sur des solutions. Donc c'est ici que se trouvera... C'est ici qu'on a pensé, nous, personnel, à installer donc, des structures modulaires. À la place de ces poubelles, dès l'an prochain, un bâtiment préfabriqué devrait permettre de gagner de la place. Il y a un double but recherché, c'est bien entendu l'augmentation de la capacité de l'établissement, mais également l'augmentation de la qualité de l'hébergement pour les détenus. Ici, les syndicats acceptent le projet faute de mieux, et parce qu'il y aura une compensation, 24 places et 3 surveillants supplémentaires, avec une restructuration de l'existant. Donc l'exemple de la non-conformité de Dunkerque est à vétusté. On a dû faire une salle d'attente en urgence pour les gens qui puissent se rendre au parloir. Et donc on a fait, je dirais, ce qu'on appelle nous la cage à poules. Pour la personne qui ne sait pas se défendre, ben, pour lui, je veux dire, c'est la chute profonde, quoi. Surtout si c'est la première fois qu'il va en prison, psychologiquement, c'est pas bon. Le gouvernement s'est engagé à construire 30 nouvelles prisons d'ici à 2007. À Dunkerque, on est à la limite du respect des droits de l'homme. Il y a urgence. Et rappelons que le gouvernement s'est engagé à construire 30 nouvelles prisons d'ici 2007.
En bref encore, le jugement dans une affaire qu'on avait évoquée ici même, l'agression du rabbin de Ris-Orangis il y a 1 an. L'agresseur a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il avait affirmé avoir agi par provocation et non par antisémitisme. Michel Serfati, rappelons-le, avait tenté de discuter avec le jeune homme qui avait ouvert violemment la portière de sa voiture avant de le frapper. L'incitation à la haine et à la violence est également à l'origine de l'interdiction d'une chaîne de télévision. Cette fois, c'est officiel. Le Conseil d'État demande l'arrêt de la diffusion en France sous 48 heures de la chaîne du parti chiite intégriste libanais Hezbollah. Mais c'est peut-être là que les vraies difficultés commencent, car aujourd'hui, avec la télévision par satellite, il est très compliqué d'intervenir. Stéphanie Davogno et Léonore Gay. Dans 48 heures, Almanar ne sera plus diffusé en France, en tout cas plus par l'opérateur français Eutelsat. Le Conseil d'État considère que certains des programmes sont antisémites. Il ne peut interdire à la chaîne d'émettre, mais il ordonne à l'entreprise française de couper le signal directement au niveau du satellite pour la France et pour les autres pays de la zone Europe. C'est tout simplement couper l'émetteur, exactement comme si aujourd'hui on décidait de couper les émetteurs de la Tour Eiffel. On appuie sur un bouton, il n'y a plus de courant, les émetteurs ne fonctionnent plus et plus rien ne peut être reçu. Problème, Almanar fait partie d'un bouquet de 9 chaînes arabes envoyées toutes ensemble en un seul signal. Si la chaîne libanaise n'est pas coupée à la source, Eutelsat supprimera le bouquet tout entier. Pour autant, la chaîne ne disparaît pas des écrans français. Pour continuer à la recevoir, il suffit de changer la position de sa parabole et utiliser d'autres satellites comme Arabsat ou Nilesat. Qu'importe, la décision de justice est vécue comme une victoire par la communauté juive. La décision qui est prise aujourd'hui et qui doit s'appliquer à l'avenir très vite et pour la durée est une décision de principe symbolique. On ne peut pas montrer n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas attiser la haine. Une telle interdiction est une première en France, mais aussi en Europe. Elle pourrait s'appliquer à d'autres chaînes étrangères. Politique en bref, Hugues Martin a été élu sans surprise maire de Bordeaux, succédant ainsi à Alain Juppé. Il était jusque-là premier adjoint. Hugues Martin a 62 ans, c'est un ancien assureur. Il occupe déjà le siège de député laissé libre par Alain Juppé. Une semaine capitale commence, je vous le disais, pour l'Europe et la Turquie. C'est jeudi et vendredi que les 25 chefs d'État et de gouvernement décideront ou pas d'engager les négociations d'adhésion. Dans un instant, on va voir que les Français y semblent très opposés à cette adhésion. Mais d'abord, ce tout dernier élément. Pour la première fois, la France a demandé aujourd'hui que le génocide arménien soit reconnu par Ankara. Philippe Visserias, Stéphane Bretner. Le lieu est symbolique. Bruxelles, siège du Conseil européen. Alors que la semaine s'annonce cruciale pour la Turquie, Michel Barnier fait une déclaration lourde de conséquences. À propos de l'Arménie, j'ai également évoqué la demande que fera la France dans le courant de la négociation d'une reconnaissance de la tragédie du début du siècle qui a touché plusieurs centaines de milliers d'Arméniens. La Turquie, le moment venu, devra faire ce travail de mémoire. La France a toujours été en pointe dans la reconnaissance du génocide arménien, ce massacre de civils arméniens par l'armée turque ottomane en 1915, près d'1 500 000 morts. La Turquie ne veut pas entendre parler de génocide et reconnaît des massacres, tout au plus. Tout cela sont des choses qui se sont passées dans le passé. Laissons les historiens s'occuper de ce problème. Ce ne sont plus les questions d'aujourd'hui. Dans les rues d'Istanbul ce soir, la population est choquée par cette demande française. Vous me parlez de génocide arménien? Et celui des Turcs alors? Il ne faut pas voir les choses d'un seul côté. Près de 500 000 Français sont d'origine arménienne, une communauté très active, très organisée, très militante. Le gouvernement a compris qu'il y avait 450 000 Français d'origine arménienne qui étaient extrêmement inquiets à l'idée de voir une Turquie négationniste du génocide arménien venir en Europe. Le gouvernement turc n'a pas réagi ce soir, mais continue à nier l'existence d'un génocide arménien. Et un sondage IFOP pour Le Figaro révèle aujourd'hui que les Français, avec les Allemands, sont les plus opposés en Europe à cette adhésion. 67% des Français sont contre, pour 32% qui y sont favorables. Toute cette semaine, nous livrons des éléments d'appréciation, de réflexion. Première question posée ce soir, elle est toute simple, une question d'histoire-géographie. La Turquie fait-elle partie de l'Europe? Élément de réponse, Gilles Rabine, Christian Autain. Istanbul est le Bosphore d'aujourd'hui et d'hier. Des générations ont rêvé de voyage sur cette carte postale.
Des générations qui ont appris dès l'école primaire que la Turquie était en Asie mineure et que ce fameux détroit du Bosphore était la porte de l'Orient, autrement dit que l'Europe finissait ici. À l'ouest du détroit, l'Europe était alors un club chrétien, à l'est commençait le monde musulman. Mais l'histoire est venue bouleverser ce que la géographie a longtemps retenu comme frontière. D'abord parce qu'Istanbul a longtemps été une ville chrétienne, elle s'appelait alors Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, premier centre spirituel des chrétiens orthodoxes. Ensuite parce que la Turquie était sur la route terrestre des croisades. À l'époque, le Turc c'était l'infidèle à qui on devait reprendre Jérusalem, les lieux saints et le tombeau du Christ. Mais déjà l'Empire ottoman était un acteur majeur de l'histoire de l'Europe. Par exemple, le fameux sultan Soliman le Magnifique avait passé des alliances avec le roi François Ier contre l'empire des Habsbourg à l'époque. Tout au long de leur histoire, les Turcs ont préféré regarder vers l'ouest, vers l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, quand Kemal Atatürk décide de moderniser son pays et d'en faire une république laïque, tous ces modèles sont européens. À l'époque, l'occidentalisation, ça voulait dire l'européanisation. La Turquie a même parfois réussi à dépasser son modèle. Par exemple, les femmes turques ont eu le droit de vote dès 1924, bien avant les Françaises, et le rêve européen ne date pas d'hier. La Turquie a choisi définitivement et sincèrement d'être membre du marché commun. La Turquie fait-elle partie de l'Europe? Ni la géographie ni l'histoire ne donnent de réponse catégorique. Si la Turquie entrait demain dans l'Union européenne, l'Europe finirait aux confins du Caucase et aux frontières de l'Iran des Mollahs, de l'Irak en guerre et de la Syrie. Ce sont ces nouveaux voisins qui inquiètent le plus. Un rappel quotidien à propos d'Irak. Nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno sont retenus en otage depuis 116 jours maintenant. Santé avec cette mise en garde des agences sanitaires. On sait que les Français sont de très gros consommateurs de calmants, de somnifères, mais aussi d'antidépresseurs. Eh bien, les adolescents sont également concernés et à cet âge-là, les antidépresseurs peuvent entraîner des comportements suicidaires. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, s'interroge même sur leur interdiction pure et simple pour les moins de 18 ans. Laurence Decherf, Isabelle Delio. Trop d'adolescents dépressifs, trop d'absentéisme au lycée. En menant sa petite enquête auprès de collègues de plusieurs établissements, ce professeur d'histoire géo constate que les jeunes sont de plus en plus sous antidépresseurs. On s'est dit qu'il y avait à peu près entre 2 et 5 élèves dans chacune des classes, essentiellement en terminale, d'élèves en très grande difficulté, dont la plupart sont soignés par antidépresseurs. Donc il y a quand même des prescriptions d'antidépresseurs qui me paraissent abusives, en tout cas très importantes. Et ça vous inquiète? Oui, bien sûr que ça m'inquiète. Oui, je trouve ça très inquiétant. Un peu moins de 1% chez les garçons, 1,6% des filles entre 10 et 19 ans goûtent chaque année aux antidépresseurs, soit 75 000 adolescents. Des prescriptions souvent sans suivi psychologique délivrées par des généralistes. Le ministre de la Santé tire la sonnette d'alarme. Nous savons aujourd'hui que donner comme ça facilement des antidépresseurs à un enfant de moins de 18 ans, c'est excessivement dangereux. Parce que ça peut amener à des conduites suicidaires. Le ministre de la Santé envisage d'interdire aux généralistes de prescrire ces médicaments aux mineurs. Un plan santé mentale prévu en 2005 pourrait s'inspirer d'une étude américaine qui démontre un risque de suicide 2 fois plus élevé chez l'adolescent sous antidépresseurs. Toujours à propos de santé, ou plus précisément de sécurité, vous vous souvenez sans doute de cet accident tragique qui avait coûté la vie à une fillette de 7 ans dans une station de ski. Elle avait emprunté un tapis roulant pour débutants. Eh bien, le nouveau dispositif a été présenté aujourd'hui à Méribel. Mathias Sillon. Le système semble désormais au point. Ce tapis roulant pour skieurs s'arrête si quelqu'un tente de désactiver les alarmes. Ce n'était pas le cas à Valseny en février dernier. Les sécurités avaient été neutralisées sans stopper le tapis. Agathe, 7 ans, est morte, happée dans une trappe. L'élément, je dirais, le plus dangereux qui était donc la trappe de sécurité. Aujourd'hui, les capteurs qui ont été installés de manière double par 2 montages différents. Une intervention malencontreuse ferait que le tapis ne pourrait pas redémarrer. Jusqu'à l'accident de Valseny, aucune norme de sécurité n'encadrait ces tapis roulants empruntés par les débutants. Ils sont désormais soumis au même contrôle que les remontées mécaniques classiques. On avait de véritables défaillances puisqu'il n'y avait pas de règles.
on était dans ce qu'on appelle un vide juridique. Aujourd'hui, c'est corrigé, il y a eu des circulaires, il y a eu une loi, il y a un service qui s'en occupe, il y a des professionnels qui sont à l'œuvre. Il faut naturellement que très rapidement, tout cela soit mis aux normes. Une centaine de ces tapis roulants équipent les stations françaises. Les 3/4 respectent déjà ces nouvelles normes. Les autres devront s'y soumettre dès cet hiver, avant l'arrivée des vacanciers. La SNCF poursuit sa campagne d'information contre l'usage trop souvent abusif du signal d'alarme. Bien souvent, les trains sont arrêtés pour rien. Voici ce nouveau petit film. Il est signé, comme le précédent, Mathieu Kassovitz. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du signal d'alarme. Dans 98% des cas, il est tiré sans raison valable. Démonstration. Oh non, pas une deuxième fois. Bien joué, mais attendez la suite. Qui a tiré le signal d'alarme? Eh oui, c'est ce que vous faites dans 98% des cas. Vous tirez le signal d'alarme à mauvais escient, ce qui entraîne désagréments et complications. Je vous le rappelle, ne tirez le signal d'alarme que si c'est vraiment nécessaire. Merci. Millau à la veille du grand jour, c'est demain que sera inauguré en grande pompe par le président de la République l'ouvrage d'art le plus spectaculaire réalisé en France depuis des années, le fameux viaduc, le pont suspendu le plus haut du monde. Dans un instant, on va revenir sur cette aventure architecturale et industrielle. D'abord, voyons comment le viaduc, synonyme de fin des bouchons, est accueilli sur place. Reportage Hélène Verne, Françoise Mazou. À la veille de l'inauguration du viaduc, pas de frénésie particulière dans la ville de Millau. Certes, l'ouvrage d'art est incontournable dans le paysage, mais la population a appris à vivre au rythme de la construction. Et globalement, les habitants se félicitent de redécouvrir leur ville sans les embouteillages. Ça permettra de mieux respirer, certainement. Ça, c'est clair. Il y en a qui croient que quand le viaduc va être ouvert, Millau va être une ville déserte. Moi, je pense que non. Le contraire, ça va amener du monde. D'ailleurs, là, on est au milieu du mois de décembre et dans les commerces, dans les restaurants, il y a de la clientèle étrangère qui demeurera. Davantage de touristes dans la ville, mais surtout la fin des bouchons, la fin du cauchemar des automobilistes. Car Millau, avant le viaduc, l'été, c'était ça, jusqu'à 40 km de ralentissement, un centre-ville saturé. Cette image négative de la ville est donc appelée à disparaître. Certains commerçants y voient d'ailleurs une chance inestimable de mettre en avant leur savoir-faire, car le viaduc est un excellent produit d'appel. Je pense qu'il faut de toute façon continuer à jouer la carte touristique pour le viaduc. J'espère que ça va nous apporter à Millau encore beaucoup de monde. Et moi je ne suis pas inquiète pour l'avenir. D'autres commerçants sont plus mesurés, car le viaduc est situé à plusieurs kilomètres du centre-ville. Des efforts seront donc nécessaires pour inciter ces touristes à s'arrêter et consommer dans Millau. Si nous, on joue le jeu avec le viaduc, c'est-à-dire si derrière on a des infrastructures ou des finances pour embellir la ville, faire des plus jolis abords au niveau des rivières, attirer vraiment la clientèle qui ne voulait pas s'arrêter à Millau. Une réflexion pour la mise en valeur touristique de la région est d'ailleurs à l'étude autour des pratiques sportives du parc naturel des Grands Causses. Le viaduc, lui, restera la meilleure des cartes de visite. Alors, on l'a dit, c'est l'ouvrage d'art de tous les records. Hauteur, longueur, délai de construction, les chiffres du vertige, Nicolas Châteauneuf. C'est l'ouvrage à haubans le plus haut du monde. C'est aussi un monstre d'acier. 36 000 tonnes, le poids de 5 tours Eiffel posées au-dessus du Tarn. Les dimensions de l'ouvrage sont tout aussi impressionnantes. 2460 mètres de long, 343 mètres de haut. Avec un peu d'imagination, on pourrait largement caser la tour Montparnasse sous son tablier. Et le pylône le plus haut dépasse de 20 mètres le sommet de la tour Eiffel. Le viaduc de Millau, c'est également un défi technique, capable de résister à des vents de 250 km/h. Grâce au suivi par satellite et à l'informatique, sa solidité est garantie pendant 120 ans. Bien sûr, ce viaduc géant a un coût, 400 millions d'euros. Chaque automobiliste en remboursera une part à raison de 6,50 € la traversée en été. Mais Eiffage, le constructeur, a largement le temps. Il dispose désormais d'une concession jusqu'en 2080. Et le reste de l'année, ce sera 4,50 € par voiture. Alors, il ne s'agit pas d'un pont révolutionnaire, mais on l'a deviné, les techniques employées, la construction a fait appel aux techniques de pointe. C'est bien, je vous le disais, une aventure qui s'achève pour les architectes, pour les ingénieurs et pour les ouvriers. Patrice Pellet, Rémi Poissonnier.
Un tablier de 2,5 km de long perché à 270 mètres, la construction du viaduc de Millau est bien un exploit. Pour franchir cet espace, le projet va retenir une solution radicale, la ligne droite. Un projet grandiose dessiné par l'architecte anglais Norman Foster, dont les réalisations ne laissent personne indifférent, comme la tour Shanghai Bank à Hong Kong et le carré d'art à Nîmes. Ici, on peut voir que le viaduc ne franchit pas seulement le Tarn. En effet, c'est toute la vallée, de côte à côte. C'est passionnant pour nous de travailler avec des ingénieurs français pour ce projet. L'anglais va dessiner, mais les Français vont construire. Pour garder le site intact, comme le souhaitait Foster, seulement 7 piles distantes de 450 mètres chacune vont voir le jour. Des piles géantes, montées clavé après clavé. De véritables gratte-ciel vont sortir du sol. Pour qu'elles soient parfaitement rectilignes, des mesures satellitaires GPS vont aider les ingénieurs. La plus haute va alors atteindre 245 mètres. Record mondial, record spatial pourrait-on dire. Pour réaliser les 7 aiguilles, 205 000 tonnes de béton vont être coulées. Le premier pari, c'était de le construire. Le deuxième pari, c'était de le construire bien, c'est-à-dire en qualité, esthétique, matériaux, fiabilité des matériaux. Et le troisième critère, c'était de le construire vite. Vite, comme la fabrication du tablier de 36 000 tonnes, rien que de l'acier. Le tablier a été fabriqué de chaque côté. Et quand il a été terminé, les ingénieurs ont poussé ce mastodonte dans le vide. Dans une longue glissade, les deux parties du viaduc vont alors se rapprocher. Une fois rassemblées, elles ont été soudées. Une opération exceptionnelle, le plus bel exploit du viaduc de Millau. Avec les pylônes, 100 tonnes l'unité, la course a continué. Pour les mettre en place, une machine d'une force herculéenne a été construite. Elle ne servira qu'une fois. Pour finir le travail, on a tendu les haubans. Des haubans, eux aussi très spéciaux. Chacun d'entre eux est composé d'une multitude de brins. Un seul d'entre eux peut résister à 25 tonnes. Ici, dans ce laboratoire des ponts et chaussées à Nantes, leur solidité a été mise à l'épreuve de la torture. Ici, cette machine va tendre les câbles à peu près la moitié de leur force de rupture et appliquer 2 millions de fois des variations d'effort. Et on s'attache à ce que les câbles soient endurants. Le voilà donc terminé conforme à la vision de Foster, plus qu'un viaduc, une œuvre magnifique lancée dans la vallée du Tarn. Voilà, inauguration demain, et pour en savoir plus, je vous invite à vous reporter à ce hors-série de nos confrères du Midi Libre, le viaduc de Millau. Une aventure s'achève, une route s'ouvre, les photos, toutes les données, toutes les explications. Un nouveau directeur pour la rédaction, un nouveau directeur de la rédaction pour le journal Le Monde, c'est finalement Gérard Courtois, 55 ans, jusque-là rédacteur en chef et éditorialiste, qui remplacera Edoui Plenel. La marée noire en Alaska, les opérations de pompage n'ont toujours pas commencé, les vagues sont trop hautes, les averses de neige trop fréquentes, 160 000 litres de fuel se seraient déjà échappés des cuves. Une équipe de biologistes et de spécialistes a réussi à se rendre sur place pour évaluer les dégâts. Et à propos d'environnement, la controverse aux États-Unis autour de l'abattage des chevaux sauvages. Il est autorisé dans l'Ouest depuis quelques jours. Pour les uns, il faut réguler la population de ces fameux Mustangs, trop nombreux. Pour les autres, c'est un emblème de l'Amérique qui est touché. Alain Chalvron, Aaron Diamond. On les appelle les Mustangs, ces chevaux sauvages du Far West. Ils participent à cette image d'Épinal d'une Amérique des grands espaces, des pionniers de la liberté. La crinière au vent, au triple galop. Mais voilà où ils sont menacés de finir, au crochet du boucher. Une loi vient d'être adoptée par le Congrès qui autorise désormais l'abattage des Mustangs. Ils seraient trop nombreux. À cause de la sécheresse et des incendies, il y a moins d'espace viable et moins d'eau, ce qui crée des problèmes de survie pour ces chevaux.
C'est vrai qu'il y a eu des feux ravageurs dans l'Ouest ces dernières années, mais qui va faire croire que les 121 millions d'hectares de terres domaniales de l'Ouest ne pourraient pas faire vivre une population de Mustangs estimée à 36 000 têtes? Non, pour les défenseurs des animaux, il y a autre chose. Il y a un programme aux États-Unis qui subventionne fortement l'élevage bovin sur les terres domaniales. C'est une aubaine énorme pour les éleveurs qui, très clairement, veulent écarter toute concurrence sur ces terres publiques. En somme, les éleveurs voudraient donc récupérer pour leur seul bénéfice une partie des terres réservées aux Mustangs, quitte à sacrifier sur l'autel du profit ces troupeaux sauvages qui ne rapportent rien, mais participent si bien à l'image de l'Amérique. Le rapport difficile entre l'homme et les animaux sauvages, ce sera le thème de complément d'enquête ce soir qui revient notamment sur les ours ou encore sur les girafes au Niger. Complément d'enquête à partir de 23h15 avec Benoît Duquesne. En France, et pour la première fois depuis près d'un siècle, un saumon sauvage a été pêché dans la Seine, 62 cm, 1,8 kg. Le poisson a été capturé dans l'Eure à une quarantaine de kilomètres de l'embouchure. Sophie Rodier, Rémi Poissonnier. Ce saumon-là ne finira pas en papillote, mais conservé précieusement en laboratoire. L'animal, long de 62 cm, a été pêché dans la Seine et cela ne s'était pas vu depuis 100 ans. 1,906 kg. C'est une femelle, hein, c'est un castillon qui a séjourné 1 an en eau douce et 1 an et demi en eau de mer. Et là, il entamait sa migration pour se reproduire dans la Seine. Un corps tacheté de rose et de noir, une queue échancrée, les scientifiques sont formels. Il s'agit bien d'un saumon sauvage. L'homme qui a capturé la bête, c'est Sylvain Duhamel. Selon lui, le poisson s'est égaré dans la Seine lors de son retour du Groenland. En fait, il aurait dû rejoindre sa rivière natale, l'Orne ou la Brelle. Mais ce détour ne semble pas l'avoir affaibli. On a eu du mal à le capturer. Il a fallu, j'aurais tendance à dire, s'accrocher aux épuisettes pour réussir à le maintenir dedans. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à l'avoir. Pour la plus grande joie des pêcheurs d'eau douce, des pêches miraculeuses. Industrie, pollution, depuis les années 60, terminaient les pêches miraculeuses dans la Seine. Ce saumon égaré est donc peut-être la preuve que le fleuve redevient fréquentable. C'est une espèce qui est très sensible à la qualité de l'eau. Ça confirme que la qualité de l'eau s'est améliorée et qu'il est possible, on l'espère, de voir d'autres saumons à l'avenir dans la Seine. Depuis sa prise exceptionnelle, Sylvain Duhamel aurait aperçu 2 autres saumons. Ceux-là, tellement vigoureux qu'il n'a pas réussi à les attraper. Transition facile, on passe du saumon au champagne, mais nous n'allons pas parler des arts de la table, mais des contrôles sur cette filière pour éviter le marché noir. Une brigade de douaniers a été spécialement formée. Les fraudes sont peu nombreuses, mais les amendes salées. Christelle Bertrand, Mathias Segaud. Ils sont douaniers experts en champagne. 71. Et quand ils comptent les bouteilles, pas une ne leur échappe. Ça nous donne un chiffre. 2414 x 2. Donc le tas derrière, il y en aurait 2484. Vous êtes d'accord, monsieur Boivin? Dans les méandres de la cave, le vigneron guide ses contrôleurs. Le liquide est précieux, les normes à respecter strictes et nombreuses. En 10 ans, les producteurs ont vécu une petite révolution. Un registre de cave, pour un paysan, c'est contraignant. Donc il a fallu qu'il y ait une adaptation. Cette adaptation, elle a été expliquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne se plaint. Tout simplement, c'est une prise de conscience et je pense que le monde viticole l'a bien accepté. Même si des fois, comme partout, il y a toujours quelques petits fraudeurs qui profitent d'une situation. Mais la fraude consiste à dissimuler une partie de la production. C'est pour cela que les cuves sont aussi inspectées. En Champagne, ils ne sont que 22 douaniers pour 20 000 récoltants. Mais le montant des amendes est dissuasif. Il s'élève souvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les resquilleurs se font rares. On sent le parfum de la récolte 2004, qui est bien agréable. C'est plus ou moins bien tenu, mais il y a quand même une constante en Champagne aujourd'hui, c'est que les 3/4 des personnes qui produisent tiennent quand même assez bien les comptes. Aujourd'hui, les vignerons champenois ont compris que leur produit vaut de l'or et que tout abus est très dangereux pour leur santé.
Musique avec la tournée de David Hallyday, retour aux sources pour le chanteur, sur scène depuis plus d'un mois. Il présente son nouvel album Satellite, ambiance rock et pizza. Hallyday Junior, l'antistar, Abdel Mostefa, Marie-Pierre Cassigna. Une petite salle dans la banlieue de Rouen et les coulisses qui vont avec. Les jeunes musiciens qui assurent la première partie et un peu plus loin, la vedette, logée à la même enseigne. Aux côtés du producteur du groupe anglais Muse, appelé pour faire le son du nouvel album, David Hallyday attend le concert en toute décontraction. Tu vois, en fait, je vais vous montrer pourquoi on vient vraiment. On vient pour ça. Uniquement pour ça. C'est tout. Le reste, on s'en fiche complètement. Pizza, pas de zénith, tournée modeste pour le fils de Johnny. Fait une petite tournée de ces salles qui sont très intimistes et sympas, où on voit notre public et puis on peut faire notre musique, quoi. Attiré par le son anglo-saxon, David Hallyday a enregistré son disque à Londres avec les mêmes musiciens qui l'accompagnent aujourd'hui en tournée. Envie de recréer une ambiance de groupe de rock comme à ses débuts, envie peut-être aussi de quitter l'étiquette de chanteur de variété un peu trop lisse. Maintenant qu'elle s'engage de tout son être. J'ai toujours fait ma musique dans mon coin, j'ai toujours essayé de tracer ma route, quoi que les gens disaient. Et puis bon, mine de rien, petit à petit, j'ai de la chance d'être toujours là, après presque 20 ans, carrière en France. C'était juste hier, tu ne m'as pas laissé le temps. Pendant la tournée à l'étranger, la formation s'appellera Nova 6, mais pas d'inquiétude pour les fans français. Pour la quinzaine de dates à venir dans l'Hexagone, il restera David Hallyday. Sport pour terminer, avec d'abord le Ballon d'Or. C'est l'Ukrainien Andrei Shevchenko qui a été désigné meilleur joueur de l'année. Il a 28 ans, il est attaquant au Milan AC. Il devance le Portugais Deco et le Brésilien Ronaldinho. Shevchenko qui a marqué 2 buts sur 6 hier face à la Fiorentina. C'était la 15e journée du championnat italien. Voici sa deuxième réalisation. Côté français, en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, le PSG a battu Sochaux à Sochaux 2-1. Un doublé de Paoletta pour les Parisiens en première mi-temps. But sochalien signé Santos, le PSG qui passe de la 14e à la 11e place. Et puis, comme chaque lundi, l'image du week-end, eh bien, c'est l'évacuation du stade Bernabéu à Madrid. Une fausse alerte à la bombe a forcé tout le public et les joueurs à sortir à quelques minutes de la fin du match. Madrid et la Real Sociedad étaient à égalité 1 partout et cette rencontre devra se terminer le 5 janvier. Le coup d'envoi sera donné pour jouer 2 minutes du temps réglementaire et 4 minutes de temps additionnel. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet, 20h55, ça se discute jour après jour. Jean-Luc Delarue, la précarité. 23h15, complément d'enquête Benoît Duquesne, nous et les animaux sauvages. 1h15, dernier journal Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités. Roland Sicard recevra le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier. Et on se quitte sur ces images spéciales dédicaces pour ceux qui ont 40 ans. Revoici Skippy le kangourou, les pieds dans l'eau cette fois. De violents orages ont causé ces inondations dans le nord de l'Australie. Mais la vie est plus forte pour les kangourous et pour les cyclistes. À demain.